Bonjour à tous, bienvenue dans Ça fait l'actualité, votre émission consacrée à l'analyse et au décryptage des faits factuels selon l'évolution internationale et nationale de l'actualité. Dans ce numéro, il sera question de la relation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, deux pays frontaliers dont les relations sont ternies par une guerre fratricide. Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont il y a quelques jours signé un accord de paix à Washington avec pour médiateur Donald Trump. Cette signature relève-t-elle de la chimère ou peut-elle être une preuve de bonne foi pour enfin réconcilier les deux pays ennemis depuis déjà trop longtemps? On évoquera la question épineuse juste après cette courte transition. L'Afrique des Grands Lacs reste secouée par des tensions persistantes. L'accord récemment conclu entre Kigali et Kinshasa suscite l'interrogation et puis divergence d'appréciation. Quels enjeux, quelles conséquences, quelle viabilité? On en reparle juste après cet élément qui nous donnera matière à ouvrir le débat. Pendant que les combats font rage dans le sud Kivu, Paul Kagame et Félix Tshisekedi signent un accord de paix à Washington le jeudi 4 décembre 2025. Un accord suscité par le président américain Donald Trump. Le protocole d'accord vise à mettre fin à un conflit vieux de 3 décennies dans l'est de la République démocratique du Congo. Les présidents rwandais et congolais s'engagent à un cessez-le-feu permanent, à un désarmement des forces non étatiques et à des dispositions pour le retour des millions de déplacés. Kinshasa et Kigali s'engagent également à poursuivre les criminels de la crise. Les deux présidents entendent respecter rigoureusement ce pacte de paix. Pourtant, dans les deux capitales, cet engagement des deux chefs d'État est perçu comme une image contrastée et sans espoir, avec des critiques de plus en plus vives. 5 jours après le protocole d'accord, les combats se poursuivent. L'accord Rwanda-RDC est-il un marché de dupes ? Retour sur le plateau de Ça fait l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'actualité hors de nos frontières, bien sûr de la relation entre le Congo, la République démocratique du Congo et puis le Rwanda. Pour passer en revue les contours de cette actualité, je partage le plateau avec Lansine Bakayoko, qui lui est journaliste et chef du service économie à la rédaction de RTI 1. Lansine Bakayoko, bonjour. Bonjour Ahmed Seloui. Bienvenue dans cette émission. Bledson Mathieu, vous êtes journaliste et secrétaire général de rédaction à Fraternité Matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ahmed. Alors, d'entrée de jeu, on a envie de demander, cet accord qui a été conclu entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame aux États-Unis, est-il un accord qui va tenir bon? Bledson Mathieu. Tenir bon, ça, on ne le pense pas beaucoup. On ne le pense pas beaucoup d'abord parce qu'il y a eu un préaccord. En principe, au moment où l'accord final devrait être signé, le cessez-le-feu devrait être observé. Mais ce n'est pas le cas sur le terrain. Bon, pour la simple raison aussi que les problèmes auxquels cette zone est confrontée sont multiples. Et Trump ne s'est attaqué qu'à une seule branche de l'exploitation industrielle des ressources minières du Kivu. Alors qu'il y a les guerres liées à l'ethnie, notamment Palab entre Hutu et Tutsi, que ça soit dit de cette façon, ça concerne forcément le Rwanda, ça concerne le Burundi, mais ça concerne aussi les RDC, parce que c'est les mêmes populations. Vous aviez entendu parler par le passé de Mai Mai. Voilà, c'est les mêmes populations. Il se trouve que les Palab entre les Hutus et les Tutsis se sont accélérés au Rwanda. De sorte que chaque fois qu'une ethnie a le pouvoir, les autres se réfugient soit en Ouganda, soit en RDC. Et la dernière crise qui a conduit au génocide, les Hutus sont partis avec bagages et munitions et argent. Avec tout ce qu'ils avaient, ils étaient au pouvoir. Et quand la guerre a éclaté, ils ont perdu le contrôle, ils sont réfugiés en RDC dans la partie Hutu. Vous voulez parler de la crise qui est intervenue dans les années 90? Dans les années 90, c'est la base même. Et qu'ils ont trouvé là-bas les Tutsis qui eux-mêmes avaient fui leur pays à cause des Hutus et qui s'étaient déjà constitués en rébellion. Donc ces deux groupes-là vont essayer de jouer le match Hutu-Tutsi sur le sol congolais. C'est fondamental dans la recherche de la solution. Si on ne prend pas en compte les bagarres ethniques, si on ne s'accentue que sur les ressources minières, et c'est ce que Trump fait, ça ne passe pas beaucoup. Ça ne passe pas beaucoup.
Paul. Alors, Lansine Bakayoko, cet accord a un seul volet, comme le disait Bledson Mathieu tout à l'heure. Est-ce que pour vous, il pourra être un début d'entente entre les deux pays, où il faudra absolument rentrer dans le fond du problème avant qu'on puisse avoir un soupçon de réconciliation entre Tshisekedi et Paul Kagame? Oui, c'est vrai que Bledson a indiqué que la question de l'exploitation des minerais constitue un pan parmi la panoplie de problèmes qui existent entre les deux pays. Mais je conviens que cette question des minerais, effectivement, cette question économique, j'allais dire, est un pan extrêmement important puisque qui parle d'argent, c'est le nerf de la guerre et tout le monde veut exploiter cette richesse de la RD Congo qui est installée dans les collines de la RD Congo. Mais il y a d'autres problèmes. C'est pour ça qu'il faut que cet accord soit un accord global. Entre les deux pays, ce n'est pas que seulement des problèmes de minerais, il y a les découpages issus de la colonisation, il y a l'implication des Rwandais dans le conflit en RDC, il y a la présence des FDLS, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, qui sont les anciens militaires du régime de Habyarimana, mais qui ont été vaincus après la guerre de 1994 et qui se sont réfugiés en RD Congo et qui pensent à une certaine revanche. Donc, Kigali prend prétexte de la présence de ces militaires-là pour pouvoir mener souvent des offensives, en fait, une sorte de geste de prévention. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'autres aspects qui doivent être réglés de façon globale. Je comprends que Trump recherche aussi des profits économiques parce que tout le monde veut exploiter les richesses de la RD Congo. En réalité, c'est cette richesse-là qui intéresse ces personnes-là qui jouent les facilitateurs entre les deux pays. Mais les autres questions sont éludées aujourd'hui à dessein volontairement parce qu'en fin de compte, que les Rwandais et les Congolais se tuent aux frontières, ce n'est pas ça le vrai enjeu pour les Américains et la partie occidentale, mais bien sûr, ce sont les richesses générées par le sous-sol congolais. Un accord signé aux États-Unis par Donald Trump, on sait son intérêt pour tout ce qui est minerais, etc. On l'a vu avec, par exemple, l'Ukraine. Est-ce que ce n'est pas un accord plus dans l'intérêt des États-Unis que dans l'intérêt des deux peuples concernés? Mathieu. Oui, non, c'est clair que les États-Unis ont un intérêt plus particulier parce qu'aujourd'hui, la bataille mondiale au niveau des ressources, ça concerne les terres rares. C'est une catégorie de métaux, 17 particulièrement, qui interviennent plus précisément dans tout ce qui est énergie solaire, et tout ce qui est électronique. Et la Chine a pris le devant sur le monde entier. Et les États-Unis, justement, Trump le désigne clairement, l'ennemi à battre, c'est la Chine. Ils constatent qu'ils ont un retard parce que la Chine elle-même a ces terres rares-là et la Chine détient 90% des raffineries de terres rares. Donc, Trump cherche à conquérir des zones riches dans ces métaux rares-là et essayer aussi de contrecarrer la puissance chinoise. Il se trouve aussi que cette zone est riche dans tous les minéraux. C'est-à-dire que l'histoire même, au départ, c'était une affaire d'or. Les premières guerres ont lieu sur le paillage, et puis après on a découvert le diamant, et bizarrement, au fur et à mesure que la technologie avance, quand on crée les ordinateurs, quand on crée les portables, ce qu'il faut pour mettre là-dedans, surtout en RDC et dans cette même zone de Kivu. Donc ça a attisé beaucoup d'intérêt. Puis bon, Bakayoko l'a dit tout à l'heure, c'est des accords. Le Congo a vécu 2 guerres qu'on appelait des guerres mondiales parce que l'Ouganda est impliqué, parce que le Burundi est impliqué, et même l'Angola, le Mozambique, tous ces pays-là sont impliqués dans tout ce qui se passe au Kivu, au nord du Kivu. La RDC juste a suivi. N'oublions pas qu'une rébellion est partie du Rwanda, de l'Ouganda, avec Kabila père pour renverser Mobutu Sese Seko. Et aujourd'hui, tous les mouvements qui sont là-bas, Kinshasa a l'impression qu'un matin, il peut descendre, chercher à prendre le pouvoir. Tout comme Kigali, parce que c'est un régime à la limite Tutsi, et les Hutus qu'ils ont vaincus sont repartis en RDC avec les armes. Là-bas, ils ont trouvé aussi les Tutsis qu'eux-mêmes, quand ils étaient au pouvoir, ils avaient expulsés, qui se sont constitués en milice. C'est aussi pour ça que c'est un peu complexe, cette affaire-là. Ouais. Lansine Bakayoko, est-ce que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont tout intérêt à trouver un terrain d'entente permanent dans
ce qui concerne cette crise? Sur le principe, ils ont intérêt à trouver une entente permanente, mais les intérêts sont aujourd'hui divergents de telle manière qu'il serait difficile, à mon avis, d'entrevoir un accord, parce que une situation, s'il n'y a pas d'accord sur la répartition des ressources générées par les sous-sols congolais, ça va être difficile. Or, je ne vois Quelle pas... répartition Oui, mais parce que les richesses, en réalité, sont au Congo, dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Alors, je ne vois pas comment la population, l'opinion publique congolaise accepterait que le Congo accepte de brader une partie de ses ressources ou remettre gracieusement une partie de ses ressources au Rwanda au motif son territoire même. de son territoire. Mais cela implique que le Congo doit se réorganiser parce que c'est un pays aujourd'hui failli, un pays défaillant. Voyez-vous que dans le nord Kivu, notamment à Goma, à Butembo, ou même dans le sud Kivu, aujourd'hui il y a des combats qui se déroulent à Uvira. Et donc, c'est des zones où il n'y a quasiment pas l'autorité. L'autorité de l'État n'existe quasiment pas. Ce qui fait que les groupes armés qui sont dans ces zones, aujourd'hui, ont suppléé le vide. Parce qu'il y a un vide institutionnel qui est là, un vide administratif qui est là. Donc, ces groupes armés ont récupéré ces vides administratifs et administrent ces pays. Imaginez que Kinshasa est quasiment à 2000 km de certains centres dans le nord, à Béni notamment. Et quelle est l'autorité qui va s'exercer de Kinshasa et qui va s'exercer dans la réalité dans ces zones à plus de 2000. N'oubliez pas que le Congo, c'est à peu près 2 300 000 km, l'équivalent de l'Europe occidentale. Donc, il faut aujourd'hui comprendre que Kinshasa n'a pas suffisamment les moyens pour exercer l'ensemble de l'autorité. Et puis, comme je le disais, l'opinion publique congolaise, ça peut ressembler à une capitulation. Si le Congo accepte de brader une partie de ses ressources au Rwanda, sous le mot d'un chantage en réalité, parce que aujourd'hui, l'armée congolaise ayant failli et l'armée rwandaise montant en puissance, tout compromis aujourd'hui serait considéré comme une sorte de capitulation de la RDC face au Rwanda. Et donc, à mon avis, aujourd'hui, il existe peu de perspectives de paix durable entre les deux pays, parce que Tshisekedi aura forcément la pression de son opinion publique et je ne vois pas comment le Rwanda vivrait à l'intérieur de lui-même, avouer enfin qu'il est sur le territoire congolais en train de puiser, creuser les tantales, le palladium, le lithium, qui sont des minéraux critiques qui interviennent, Blesson l'a dit, dans la confection de matériel électronique et dans la haute technologie. Ça, je pense que cela est illusoire. Bletson Mathieu, le Congo, la République démocratique du Congo serait-elle trop grande, trop vaste à administrer, ce qui serait à la base de ces conflits incontrôlés qu'il y a tant dans le nord que dans le sud? Quelle serait la solution selon vous? Bon, je crois que Bakayoko a résumé la situation du Congo. Moi, j'y suis allé, mais j'avoue que quand tu es en Côte d'Ivoire, tu as l'impression que le Congo, c'est Kinshasa, c'est Lumumba, c'est même pas Lumumba, c'est pratiquement les artistes que nous voyons ici, qu'on appelle musique congolaise et autres, mais ça se limite à Kinshasa. Il y a une autre partie de ce pays-là qu'on appelle le Nord Kivu qui ne porte pas les mêmes noms, qui ne parle pas le lingala, qui ne danse pas domolo, mais vraiment qui n'ont rien à voir avec cela. Et ça, il faut être à Kinshasa pour comprendre. Et pour aller là-bas, Bakayoko a parlé de 2000 km. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie ferrée. Et les quelques avions qui font les vols Kinshasa-Goma, quand tu montes dedans avec un billet aller-retour, tu abandonnes ton billet. Je l'ai fait personnellement. C'est-à-dire que quand tu es dans l'avion, tu vois à la limite la cime de la forêt. Et tu trembles tellement que quand tu descends, tu ne reviens plus. Tu fais quoi? Tu fais Goma, Kigali. Et tous ceux qui sont dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, leur capitale, c'est Kigali. C'est là-bas qu'ils vont tout acheter, mais vraiment tout, des pierres de rechange à la nourriture, c'est leur capitale. Tous ceux qui exploitent, y compris le Congo officiel, les ressources minières du Kivu, l'envoient à Kigali. De ce point de vue, à la limite, le Rwanda n'a pas allé faire la guerre pour ces ressources-là, d'autant plus qu'ils s'attendent tranquillement. Les ressources arrivent, ils prennent les taxes avant l'exportation. Du point de vue géographique, le Rwanda recevrait ces ressources-là avant même que Kinshasa... Absolument, et c'est même la base de l'accord, c'est pratiquement sur ça que Trump se stale pour dire vous n'avez même pas fait palabre. Dans tous les cas, les minéraux qui sont là, quand on l'exploite, on ne peut pas envoyer ça à Kinshasa, on oublie d'envoyer à Kigali, c'est beaucoup plus proche. La voie est bitumée, le pays est structuré, et quand vous arrivez à l'aéroport, vous prenez l'avion tranquillement et vous partez. Donc, il y a parce qu'un pays gagne sur les taxes.
Voilà, quel que soit le pays, même si la RDC exploite, c'est un privé qui va exploiter et le pays ne gagne que sur les taxes d'exploitation. Donc, de ce point de vue, Kigali n'a pas fait des histoires pour ça. Ils n'ont pas, c'est la voie la plus facile. Mais le problème est que la survie des deux régimes dépend de l'issue de ce qui se passe au Kivu. C'est-à-dire que pour Kagame, il fait partie des réfugiés chassés par le régime Hutu et qui allaient se former en Ouganda. C'est de l'Ouganda qu'ils ont enclenché la rébellion et ils sont arrivés, ils ont vaincu et ils ont pris le pouvoir. C'est pour ça que le pays est passé d'un pays francophone à un pays anglophone. Parce que chez eux, ce n'est pas compliqué. Quand les Hutus ont le dessus, les Tutsis ont le dessus, les Hutus fuient. Et ceux qui ont pris le dessus venaient de l'Ouganda, ils ne parlent qu'anglais. Donc, ils ne pouvaient pas apprendre le français, ils sont mis à parler anglais. Voilà, ce n'est pas très compliqué, c'est ce qui va se passer. Mais ceux qui ont fui sont allés en RDC. En RDC, où ils trouvent des Tutsis qui eux-mêmes ont fait fuir, qui avaient déjà les armes. Eux, ils fuient avec les armes. Donc, quand ils arrivent, mais ils jouent leur match en terre étrangère, mais ils jouent chez eux là-bas. Entre-temps, la RDC aussi a des Hutus, qu'ils appellent des Bamounyangé. Ils ont des Tutsis qui se mêlent de cette affaire-là. En plus de cela, il suffit de lever une petite rébellion, d'avoir quelques armes, un petit groupe, et tu contrôles une mine. Un peu ce qu'on appelle chez nous les opérations clandestins. Tu contrôles une mine, donc tu as de la nourriture, parce que c'est une zone très, très riche en agriculture. Tout ce qu'on plante là-bas réussit. Tu as de l'or, du diamant, puis ce sont des choses qui les exploitent assez facilement. Donc les bandes armées elles-mêmes se constituent, n'ont pas besoin de trop de soutien, se battent pour protéger leur zone. En plus de cela, Kigali pense que s'ils ne contrôlent pas cette bataille, un jour on va le renverser. Kinshasa aussi a déjà les preuves. Comment on appelle ça? Ceux qui ont porté le combat de Kabila Père pour renverser Mobutu viennent du Rwanda et de l'Ouganda, ce sont les mêmes. Voilà. D'accord. Lansine Bakayoko, ce conflit donne l'impression qu'il n'y a que Kigali et Kinshasa qui sont opposés. Or, dans l'actualité, on se rend compte qu'il y a plusieurs groupes qui veulent se partager le gâteau qu'est le Nord Kivu et le Sud Kivu aujourd'hui. Est-ce que tous ces groupes-là ne devaient pas être ramenés à la table des négociations pour qu'on ait une paix durable ou définitive même entre le Congo et le Rwanda? Et il serait difficile de parier sur une telle hypothèse parce que, pourquoi? Vous savez, dans cette partie, il y a plus de 400 groupes armés. C'est vrai que les plus en vue, c'est le M23 et le FDLR. Et il y a même d'autres groupes armés qui quittent en Ouganda, les FDL, qui quittent en Ouganda pour venir créer le désordre en RDC. Kigali et Kinshasa ne gagneraient pas à s'opposer à toutes ces forces-là et puis avoir une diplomatie beaucoup plus... Ouais, n'oubliez pas que la RDC est entourée de 9 pays. Les 9 pays sont quasiment tous soit en guerre, soit des habitués de la guerre. Vous voyez, donc ça fait que ces pays-là n'ont même pas encore fini d'organiser leur rébellion en interne. N'oubliez pas, le pays le plus puissant de la zone, on peut imaginer que c'est l'Angola, mais tout le monde sait que l'Angola, avec l'UNITA Jonas Savimbi, ils partageaient quasiment une frontière avec la RDC et de Mobutu Sese Seko. Quand vous prenez la Centrafrique, tout le monde sait que là-bas, aujourd'hui, le pays est en instabilité. Et l'Ouganda aussi, il y a une rébellion interne, même si Yoweri Museveni tient le régime, le pays d'une main de fer. Quand vous allez en Tanzanie, aujourd'hui, c'est le pays le plus stable de la région, mais tout le monde sait aujourd'hui que, après les dernières élections qui viennent d'avoir lieu, il y a la présidence Lou a été accusée de n'avoir pas organisé de bonnes élections et donc le pays rentre en instabilité. Et il y a d'autres pays voisins qui ne sont pas du tout en instabilité. Donc je ne vois pas comment la RDC, qui ont des intérêts divergents, qui ont tous des besoins de se développer, mais qui ont des intérêts divergents, pourraient se retrouver dans un accord qui puisse garantir la paix entre les deux pays. Vous savez, Blesson l'a dit, le Rwanda est plus proche des zones de production de ces minéraux. La première ville du Rwanda qu'on appelle Rubavu, qui est à moins de 3 km de la frontière avec la RDC, c'est une ville aujourd'hui qui est une sorte de ville cosmopolite qui accueille l'ensemble du trafic des approvisionnements des minéraux. Et puis, il faut savoir que le régime de Kinshasa étant un régime extrêmement faible, les groupes armés font même des incursions à l'intérieur. C'est vrai, les principaux minéraux se trouvent dans le sud Kivu et dans le nord Kivu, mais il y a d'autres zones, comme dans le Massissi ou dans le Laluaba, notamment à Kolwezi, où il y a d'importants gisements de mines qui s'y trouvent. Et donc, tous ces minéraux-là sont lorgnés par des groupes armés qui veulent s'en emparer. Ça veut dire qu'indépendamment des forces
qui viennent de l'extérieur. Il y a des forces centrifuges, des forces endogènes en RD Congo qui cherchent à s'emparer. C'est un pays qui est complètement en déliquescence aujourd'hui, qui fait que l'autorité de l'État n'arrive pas à s'exercer. Donc, chacun pense qu'avec une arme, on peut envoyer des velléités et s'emparer d'une partie du territoire, exploiter les minerais, s'enrichir. Il y a aussi qu'il y a des mines artisanales qui sont fortement exploitées par les individus. Et ces individus-là n'ont pas envie de laisser la main sur ces minerais. Et l'autorité, disons, Kinshasa n'arrive pas à contrôler effectivement. Donc, ça dit, la RDC est une sorte de viande d'éléphant où chacun vient découper sa part et s'en aller. Je crois que la RDC, le Rwanda est dans la même logique. Il vient, vous avez les mines, mais nous, on prend ce qui nous arrange, ce qui peut permettre que nous nous développons. Et je crois que c'est ce qui est là aujourd'hui. Comment le Rwanda pourra-t-il renoncer à exploiter cette partie? Et comment la RDC pourra-t-il abandonner sans tenir compte de son opinion publique des ressources qui sont les ressources de leurs parents, qui sont les ressources de leurs terres? C'est une équation difficile à résoudre et moi je ne vois pas comment, même s'il y a des bons mathématiciens dans les deux pays, je ne vois pas comment cette équation pourra être résolue. Pourra être résolue. Bletson Mathieu, les populations civiles restent les grandes victimes de ce conflit. Est-ce que cet accord-là, dans une certaine mesure, pourrait leur profiter et leur apporter une certaine tranquillité après 30 ans? Non, je pense que l'accord concerne deux États et les populations ne sont pas concernées. Je veux dire, on n'a pas pris en compte leurs intérêts. Voilà, absolument, parce que c'est... pour qu'il y ait l'intérêt des populations, il faut d'abord régler le problème des bandes armées, des groupes armés qui sont là-bas. Et ça amènerait la paix. Bon, pour l'instant, on veut que deux États essaient de s'entendre. Ce qui est une voie aussi, hein, si la RDC, Kinshasa et Kigali s'entendent, à deux déjà, ils peuvent peut-être amener à régler les 2 tiers des problèmes internes. Mais il faut qu'ils s'entendent. Je crois que c'est ce que Trump veut faire. Il a même dit qu'il va envoyer son armée pour veiller sur cette paix-là. Bon, si une force étrangère plus puissante arrive, peut-être qu'elle peut procéder au désarmement de ces bandes-là, parce que c'est pas un problème qu'on ne peut pas régler. L'ennui vient de la non-structuration, je m'excuse de le dire ainsi, de la non-structuration de l'État à Kinshasa, en fait. Et ça, c'est depuis 1960. Ils n'ont pas encore réussi à gérer entièrement leur pays. Bakayoko l'a dit, il y a des zones où l'État n'arrive pas du tout. Quand on dit l'État n'arrive pas, il n'y a pas de sous-préfet, il n'y a pas d'école, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune administration. Aucune administration. Et en plus, depuis Kinshasa, on ne considère pas trop comme étant leur frère, en fait. Quand vous discutez avec les gens de Kinshasa, mais Goma, c'est un peu la fierté de dire c'est notre terre, c'est la fierté de dire c'est nos ressources, mais ils ne vont jamais là-bas. C'est pratiquement le même esprit le même sentiment que j'ai ressenti de Bamako à Kidal. Kidal aussi qui a mis 500 km de Bamako. Les gens estiment que Kidal, ça fait partie du Mali, ça ils sont fiers, mais ils ne vont pas là-bas. Le gouvernement ne va pas là-bas de 1960 à aujourd'hui. Donc, régulièrement, ces populations qui sont là se sentent désolidarisées de l'État, parce qu'ils ne sentent pas du tout l'État. Je veux dire que à Goma, il y a des choses qui m'ont, à la limite, choqué. Ça veut dire, tu parles de Kofi Olombido, ils ne savent pas de qui il s'agit, en fait. Comment la mégastar mais mondiale, congolais, ils ne savent pas. Ils ne considèrent même pas que c'est leur pays. Ils fonctionnent autrement. La crise, selon vous, pourrait s'expliquer par en interne par des désaccords ou des désolidarisations par rapport à certains endroits. Il faut que la RDC se modernise, se restructure. C'est vraiment pas du tout intéressant. Quand vous visitez Kinshasa, vous trouvez une ville à la limite abandonnée. Vous arrivez à Kigali, mais c'est une ville moderne. Mais Kigali tire ses ressources où? Du Kivu. D'accord. Alors que la RDC a non seulement le Kivu, ils ont le Katanga. Les ressources minières en RDC, c'est pas le Kivu, c'est pas le Katanga, Bakayoko a cité d'autres zones. Donc, un pays aussi riche, mais un pays même riche en fleuves, en matière de cours d'eau, mais c'est la plus grosse richesse. C'est bien compris. Lansana Bakayoko, est-ce que la communauté internationale ne doit pas revoir son approche dans la crise entre Kigali et Kinshasa? Si oui, comment? En 30 secondes. Moi, je pense que c'est Kinshasa qui devrait prendre ses responsabilités. Parce que c'est un pays complètement déstructuré aujourd'hui. Il faut que, et peut-être ça peut dépendre de l'histoire, parce que Bletson l'a rappelé, les gens qui ont pris le pouvoir en 1996
était venu directement de l'Ouganda, du Rwanda. Tout le monde sait même que le chef d'état-major de la rébellion de l'AFDL était James Kabarebe, qui a été l'aide de camp du président Kagame et qui a été même ministre de la Défense, chef d'état-major, qui était, disons, la face visible de cette rébellion. Et ceux, même tous les Kadogo qui ont accompagné le président Kabila étaient en réalité tous des choses. Donc, le Rwanda demande une sorte de contrepartie. Et jusque-là, ce contentieux n'est pas encore vidé. Le Rwanda demande une sorte de contrepartie d'avoir changé le régime, d'avoir changé le Mobutu Sese-Seko du pouvoir, d'avoir mis Kabila. Mais il se trouve que les propositions que le Rwanda fait sont des propositions complètement inacceptables pour Kinshasa. Donc, je pense aujourd'hui que le Rwanda, la RDC doit se structurer son armée, engager de front et pouvoir écraser toutes sortes de velléités et recouvrer son intégrité par elle-même, la RDC Congo. Merci infiniment, Lansine Bakayoko. Bledson Mathieu, merci d'être venu partager vos analyses qualitatives dans cette émission. Ça fait l'actualité aujourd'hui. C'est terminé. On se retrouve bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.